Je mettrai de toute façon bon, il y aura. Ah, nous sommes en direct, visiblement. Alors, avec un petit léger retard de 1 minute. Désolé C'est rien. à tous. Alors, c'est possible aussi qu'il n'y ait pas la destination YouTube cette fois qui est possible, parce que visiblement, ils me l'ont supprimé. Mais on mettra les replays de toute façon sur YouTube si jamais c'est pas le cas. Bonjour à tous et désolé encore pour ces petits problèmes techniques qui nous ont retardé d'une petite minute. Et bonne année surtout à tout le monde parce que c'est le premier live. On en a fait, bon, je pense une douzaine, entre 12 et 15, peut-être un peu moins avec le mois d'été, une petite dizaine l'année dernière et on avait commencé un petit peu avant. Donc là, c'est notre tout premier ce soir donc de l'année. On a un peu tardé Après notre à temps. proposer les premiers lives. Mais On a normalement, pris on change de et on va faire un rythme un peu plus soutenu que l'année dernière que ouais, là tout est programmé, d'ailleurs, on faudrait a que tu toutes les faudrait 3 semaines. que tu envoies un programme, même sans Ouais, les liens, toutes les juste que dates. les gens sachent qu'ils puissent bloquer les dates. On a Ouais, bloqué carrément. déjà 7 ou 8 dates, donc Carrément. Alors, on a une interface qui a considérablement changé, c'est cool. on se remet dans le Bienvenue à bain. tous. Je trouve que comment? On se remet dans le bain des lives, des Exactement. grands lives. Il y a eu des changements un peu partout, donc on est un peu en découverte de plein de choses, mais en tout cas, on est content, on a réussi enfin à se connecter en direct. Et pour ce nouveau live, donc du coup avec, Martin, forcément le premier de l'année, ça pouvait être avec personne d'autre qu'avec Martin. Mmh. Les derniers, on avait fait déjà avec Mathieu qui reviendra bien évidemment. On a fait avec Amine aussi une fois qui va revenir aussi, qui est programmé sur toute ces 6 premiers mois de l'année. Bonjour à Corinne, bonjour à Cédric et donc on est très content. Franchement, on est très content de revenir en direct aujourd'hui pour la première de l'année, jusqu'à donc 20 h, en espérant que encore une fois le sujet vous plaira et que vous aurez plein de questions et qu'on va pouvoir bien interagir avec vous. Avec un thème, donc faire de l'analyse financière avec le moderne Excel. Pour ça, dans la description, on avait mis, et je le redis, on va utiliser du Power Query. Pour ceux qui nous connaissent, ils connaissent forcément Power Query, du Power Pivot, et donc tout un tas de choses qui vont nous permettre que va montrer Martin pour vous permettre de voir un petit peu à travers l'analyse financière et ses outils, comment faire des trucs trop cool. Donc voilà. Avant toute chose, je te laisse te représenter Martin, au cas où il y ait des gens, en espérant qu'il y ait des gens qui sont nouveaux ici et dont c'est les premiers lives, parce qu'on aime bien aussi faire Mmh. découvrir ça à de nouvelles personnes. Et on est très content également, bien évidemment, de voir qu'il y a des gens qui sont toujours là tout le temps, et c'est vraiment trop cool. Et ça fait trop plaisir. Donc je te laisse te présenter. Ouais, je m'appelle Martin, je suis plutôt calé aujourd'hui sur ce que moi j'appelle le moderne Excel, qui correspond à Excel avec assez peu de fonctions, ou sinon les nouvelles formules, mais encore, c'est quand même de plus en plus Excel avec Power Query et Power Pivot derrière, et une approche assez moderne où on va essayer de ne pas faire de la contre-saisie dans Excel, de ne pas ressaisir des données qui existent depuis un CRM, qui existent depuis un ERP, depuis un outil RH ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est une approche qui est faite pour simplifier la vie des gens. Et j'espère, vu que je vois des gens dans le chat qui ont déjà participé à nos formations et puis plein qui ont déjà participé à notre live, que c'est exactement la raison pour laquelle vous revenez et pas parce que votre vie est plus dure et que du coup vous avez besoin de plus de conseils, mais parce que votre vie pro est plus cool grâce à cet ensemble de techniques et de méthodes qui sont le moderne Excel et puis d'outils, etc. Et voilà. Mais bon, je m'appelle Martin et puis voilà. Trop bien. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, là, à qui on n'a pas pu dire bonjour, mais Christelle, Pacôme, Sandrine, on a vraiment des habitués, c'est trop bien. Trop bien. Des Mmh. gens, comme tu as dit, qui ne se lassent pas d'apprendre des choses. Et j'ai envie de dire que même toi, Martin, qui est calé dans tous ces outils, tu apprends toujours des choses. Donc c'est ça qui est intéressant. On Ouais. apprend toujours des choses quotidiennement auprès de nos apprenants, auprès de nos formations, etc. En regardant un peu J'aime ce bien qui moi se le fait stress partout. du live où c'est pas un truc que je connais par cœur que je fais, c'est Ouais, souvent un truc qui est créé pour le live, pour être dans ce petit ouais. truc de comment je vais faire, comment je vais réussir. Donc j'aime bien Bah, ces trucs-là et rien que ça me challenge. C'est marrant, j'ai ouais. l'impression qu'on cherche ensemble.
même Et en si général, ça se passe très, c'est très une bien, idée. enfin, en général, ça se passe très bien et puis même moi, à titre personnel, qui côtoie tous les formateurs Sopémine tout le temps, j'en apprends tout le temps dans ces Mm. masterclass, énormément, donc c'est trop cool et Elle va être j'imagine que vous marrante celle de ce aussi. soir. Ça va être marrant. Ouais, Ça va être trop trop bien. marrant. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai bon, une petite question toujours à vous poser, à vous pour, voilà et puis encore une fois, c'est un live interactif donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct, sur des sujets liés et cetera et on se fera un plaisir d'y répondre. Surtout Martin, on se fera un plaisir d'y répondre. Mm. Donc petite question, donc là, le sujet donc c'est faire de l'analyse financière, via le moderne Excel. Et la question tout simplement, c'est, est-ce que vous travaillez dans le domaine de la gestion, que ce soit gestion financière, contrôle de gestion et cetera? Ou avez-vous des tâches qui sont liées, à tout ça? Et sinon, dans quel domaine travaillez-vous? Sachant qu'encore une fois, tous ces travaux qu'on va faire sur, que Martin va faire sur Power Query, Power Pivot, c'est des choses qui sont aussi transposables à potentiellement d'autres domaines avec d'autres univers. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, Mm. dans quoi vous travaillez, est-ce que vos tâches sont liées à tout ça? Je rappelle, donc je vous laisse répondre, il y a toujours, justement, il y a une petite minute de décalage en général avec le vrai live, donc on a une petite minute de battement avant de lire vos questions, avant que vous entendiez nos questions, de lire vos questions, donc ça peut prendre un tout petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. N'hésitez pas, si jamais on a une question qu'on a complètement oubliée, parce que des fois il y a des petits problèmes d'affichage, de les reposer. Et du coup, je rappelle, Martin, mon domaine, la formation, Mm. exactement. Et plein d'autres domaines, du coup, qui sont liés, hein, parce que dans la formation, on touche à plein de domaines. Donc c'est ça qui est cool. Et bien évidemment, encore une fois, tout ça, ça émane directement de nos formations, des gens avec qui on travaille, des gens qu'on forme. Et donc, nous, c'est notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est la formation. Et c'est pour ça que je vais vous mettre en lien toutes les formations. Si vous avez envie de vous former avec nous, de vous reformer avec nous, là, vous avez un petit teasing des potentielles formations et de notre pédagogie et c'est trop cool. Et du coup, c'est ce qui nous fait plaisir et c'est notre meilleur, comment dire, domaine, c'est tout ça. Donc voilà, je vais vous mettre tous les liens en formation quand on commencera vers nos formations. Et dernière information avant de commencer, parce qu'il faut bien commencer. Les directs, donc là, on est en direct, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez également suivre les liens de replay. Alors je ne sais pas encore une fois si c'est diffusé sur YouTube, là, je j'ai pas l'information en direct, mais si celle l'est, ce sera directement dans la rubrique en direct, sinon j'uploaderai la vidéo du replay sur YouTube et sur LinkedIn, sur le lien de l'événement. Dès la fin de ce live, vous pourrez regarder le lien en replay. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est faire de l'analyse financière avec le moderne Excel. Et Martin, je te laisse parler un peu plus précisément de ce sujet-là. Et en attendant, moi, je mets tous les liens de formation et bien évidemment, posez vos questions dès que vous en avez, parce que c'est ce qui est cool aussi dans ces lives. Mm. Yes, trop bien. En gros, dans les grandes lignes, déjà, ça fait 2 ans que moi, j'ai beaucoup parlé, même si j'ai fait des digressions en d'autres sujets, mais j'ai beaucoup parlé de Excel et Power Query pour les RH parce que, j'avais envie de m'immerger dans un sujet et du coup, j'ai travaillé beaucoup sur les indicateurs RH, et plein d'autres choses et puis là, on change. Donc, là, je viens que j'ai vu pas mal de gens parler de contrôle de gestion, de finance, DAF et cetera. Je pense que là, je vais faire 2 ans, beaucoup plus finance, contrôle de gestion. Moi, c'est le domaine dont je viens. J'ai travaillé pendant quelques années en finance. Je suis plutôt très à l'aise avec les chiffres et notamment avec Excel et les chiffres et Power BI. Et donc là, je vais plutôt bosser en ce moment et faire beaucoup de live et beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'ai déjà commencé plutôt sur la partie finance, contrôle de gestion, indicateurs de performance, etc. Et sur la partie Power Pivot DAX, voire même passer un peu plus de temps sur Power BI, même si j'ai un petit faible pour Excel que j'arrive pas à enlever et que je ferai quand même plus d'Excel de base que de Power BI. Donc là, le sujet, ça va être notamment plus de finance avec les données, je vais vous montrer, mais comment est-ce qu'on passe du chiffre d'affaires au résultat, avec évidemment tout un tas de paliers, et comment est-ce qu'on fait, parce que ces données-là, souvent, elles sont éparpillées. Le chiffre d'affaires, c'est pas au même endroit que les charges fixes. Potentiellement, on a des
données complémentaires, et c'est ce qu'on va avoir là, qui permettent de récupérer un variable, une marge brute, une marge commerciale, une marge variable à partir du chiffre d'affaires et d'autres infos qui vont ensuite nous donner des différents indicateurs qui vont nous permettre de savoir est-ce que on est rentable ou est-ce qu'on ne l'est pas sur une période, sur un produit, sur une typo, etc. Et c'est ça qu'on va travailler. Donc plutôt la partie Power Pivot, plutôt la partie DAX, plutôt la partie modèle et mesure du coup, et plutôt la partie chiffre d'affaires, finance, résultats, contrôle de gestion. Et puis voilà. Je te laisse reprendre Thomas et le prochain truc, Ouais, je vais pas mon écran et on commencera. ouais, ça marche. Bah écoute, moi, très bien. Si vous avez des questions, encore une fois, là, je vois qu'il y a des gens donc, qui ont répondu, plein de gens qui ont répondu. Donc, il y en a qui travaillent donc, dans la finance directement. Donc, Johan qui travaille dans la finance, direction finance. Stéphanie qui est DAF, RAF. La formation en compta, gestion financière et bureautique pour Sandrine, contrôle de gestion. C'est vrai qu'on a plein de choses qui sont quand même étroitement liées à tout ça. Et encore une fois, même si vous travaillez dans d'autres domaines, c'est des choses qui sont transposables à vos domaines, quoi. Gestion et finance pour Christelle, Pacom en contrôle de gestion, logistique avec une partie méthodologie logistique, gestion d'un budget, contrôle de facture pour Cédric. Ah, il y a plein de domaines, c'est vraiment trop cool. Donc j'espère que ce live vous apprendra plein de choses et je n'en doute absolument pas. Comme moi, ça m'apprendra plein de choses. Je te laisse faire ton partage, Martin, et on va pouvoir commencer. Et encore une fois, bon, Tu ne veux pas poser au une fur et à question mesure. sur les niveaux des gens avant que je partage? Ah si, oui, exactement. On On pourrait, fait oui, ça je et vais on poser commence cette dans... question-là, comme ça on se prépare. Et On encore pose une la fois, question, les gens répondent et je me mets en partage dans c'est 2 ça. minutes. Donc effectivement, comme l'a spécifié Martin, on va travailler donc sur des outils qui sont étroitement liés à Excel, des outils connexes d'Excel, des outils même qui font partie d'Excel, Power Query et Power Pivot. Et la question, elle est toute simple, c'est comment vous rateriez, vous noteriez de 0 à 5 sur Power Query et juste en dessous, combien vous noteriez de 0 à 5 sur Power Pivot, sachant que le niveau, on va dire 0, c'est aucune connaissance de Power Query ou aucune connaissance de Power Pivot. Et 5, c'est, vous savez, utiliser, vous maîtrisez le langage M, vous savez créer des fonctions complexes, etc. sur Power Query. Donc, vous êtes vraiment une terreur sur Power Query. Et sur Power Pivot, pareil, donc 0, je ne connais pas, absolument pas Power Pivot. Et 5, c'est, je sais déjà je maîtrise DAX, je maîtrise énormément Power Pivot. Donc voilà, je vous invite à répondre. Peut-être Martin, tu peux te prêter au jeu, même si moi je pense connaître à peu près tes notes. Moi, je pourrais me Ouais. noter aussi, tant qu'à faire. Allez, je mets, Bon, Power Pivot. je vais le mettre par écrit. En étant 100% transparent, moi, en ce qui me concerne, en Power Query, ça pourrait aller, même si je pense que je suis très loin du niveau de Martin et tout, mais j'ai appris plein de choses à ces crochets. Donc, je pense que je me noterais peut-être 2,5, on va dire, la moyenne, quoi. Mais parce qu'il y a encore tellement de choses à apprendre, on s'en rend compte en pratiquant. Power Pivot, je mettrais 1 parce que en étant sur Mac, j'ai pas eu malheureusement l'occasion encore de vraiment potasser le sujet, mais c'est l'un des sujets de cette année de me mettre à Ouais. fond sur Power Pivot parce que c'est trop cool. Alors là, on a du Sandrine 3,5 sur Query, 0,5 sur Pivot. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de comparer un peu Power Query. Il y en a plein qui connaissent très bien Power Query, mais pas du tout Power Pivot. Cédric entre 2 et 3 pour Power Query et 1 pour Power Pivot. Martin 5 et 3,8. Ah, c'est très précis Ouais. sur Power Pivot. Corinne se rate au même endroit, donc Power Query et Power Pivot, c'est 3. Sylvie, 2 pour Power Query, 0. 3, 2. Donc, effectivement, si on devait faire des stats, c'est vrai que les gens connaissent plus Power Query que Power Pivot. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on va voir sur des sujets très, très précis l'utilité et les possibilités de Power Pivot. Et ça, c'est trop cool. Donc, la plupart se notent en dessous de la moyenne sur Power Pivot. Donc, vous allez à coup sûr apprendre plein de choses. Et c'est pas très, très compliqué, encore une fois, à Ouais, c'est appréhender. tout Donc, sauf c'est ça qui est compliqué. cool. C'est ça. Et bon, Disons qu'il y a, pour moi, est un petit ratio de 80-20. Il y a 80% des choses qu'on peut faire avec. On y passe 1 heure et c'est terminé. On peut faire 80% des choses sur Power Pivot. Il y a aussi plein de manières de se compliquer la vie. Et moi, je vois plein de posts, de trucs comme ça qui montrent des mesures complexes, alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin.
Et du coup, Power Pivot, c'est un truc qui est très facile à apprendre. Vraiment très, Ouais. très facile à apprendre. La raison pour laquelle on ne l'a pas abordé pendant longtemps, c'était que, et même encore une petite raison, mais c'était que Ouais. Power Pivot, c'est pas disponible sur Mac. Et nous, pendant longtemps, on a travaillé Mm. aussi en école Ouais. d'enseignement supérieur. Et du coup, je trouvais ça dommage de faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire sur Mac et du coup de priver une partie des étudiants avec lesquels on travaillait, des étudiants plutôt en finance, de cette partie-là. Et puis il y a un autre truc, c'est que Power Pivot, c'était pas disponible sur Excel en ligne. Il faut ouvrir dans l'application, etc. Et c'était le cas sur Power Query aussi jusqu'il y a 1 an. Et Power Query, ça a changé. Donc je croise les doigts pour que Power Pivot, ça change aussi bientôt. Ouais. Mais en vrai, Power Pivot, potentiellement, on s'en fait toute une montagne. Je trouve que vraiment, ce qui est publié en live, enfin, ce qui est publié dans les posts, etc., souvent, ça donne l'impression que c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Et ça permet de faire en 2 secondes ce qui aurait pris énormément de temps avec des fonctions du Power Query, en perdant du détail, en perdant de l'interactivité, etc. Ouais, c'est là Euh, qu'Excel, je complète, hein, mais c'est là qu'Excel est très fort. Excel et ses outils, bien sûr, mais Power Query comme Power Pivot, c'est que c'est des outils très simples, qui sont très efficaces, qui permettent de gagner un temps fou au quotidien, franchement, sans avoir besoin de rentrer dans des complexités énormes. Et franchement, maintenant, c'est en formation, c'est les priorités qu'on y met, c'est sur Power Query, Power Pivot. Moi, je vois que je commence toutes mes formations avec du Power Query. Et c'est trop cool, quoi, que quel que soit le niveau des gens, ils sont tous oh, trop bien, quoi. Donc c'est trop cool. Mais Power Pivot, c'est effectivement, le c'est même ça. effet. C'est le même effet. Ouais. Et outil Allez, go! simple, efficace, qui fait encore plein de choses. Et c'est parti. Donc du coup, encore une fois, hein, ce live il est interactif, donc posez un maximum de questions dès que vous en avez. N'hésitez pas à couper. De toute façon, moi je couperai Martin pour lui poser les questions Ouais. au moment opportun. Donc voilà. Donc là, ce que vous voyez sur mon écran, alors je vous transmets pas les données, je les transmettrai aux personnes qui ont assisté au live après. Du coup, ce que vous voyez à l'écran, il y a 4 feuilles qui sont intéressantes parce qu'elles contiennent des données. Je vais vous montrer ces feuilles-là. Et puis ensuite, on a 2 feuilles qui correspondent aux données que moi j'ai faites. J'ai vraiment pas essayé de faire un truc beau. Tiens, même ça, hop, résultat, j'ai pas pris le bon. Ah, parce qu'il y avait, hop, j'ai mis un S à résultat. Du coup, ça, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. Très honnêtement, je me suis pas foulé. Logiquement, il y a plein de petits détails qu'on pourra améliorer pour que ce soit beau. Là, j'ai vraiment maximisé le fait d'aller vite pour pouvoir préparer un truc rapidement. Et ce qu'on va commencer à regarder, c'est les données qu'on a. Les données qu'on a, il y a du réel. Et sur le réel, on a des quantités, du chiffre d'affaires, des produits, des clients et surtout des dates. Et si on prend tout ça, je ne vais pas pousser très loin, il y a 222 lignes qui correspondent à des achats. Qui correspondent à des achats d'un produit par un client à une date, pour un montant, avec une quantité. Donc 222 enregistrements qui correspondent à ce qu'on a vendu, ce que ça nous a rapporté en CA. On a un deuxième truc qui va nous permettre d'analyser un peu ça. Donc, le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur la période qu'on a, donc ça va de 2024 à une partie de 2025. On va pas jusqu'au bout de 2025, vous allez voir que ça va avoir de l'impact sur la façon dont on analyse les chiffres. Et on a un autre truc, et là, clairement, si vous voulez... Il n'y a pas de bonne manière de faire ça sans Power Pivot. Il y a des manières possibles de faire ça sans Power Pivot, mais on a 2 tables qui correspondent à des réalités différentes avec ce qu'on appelle des granularités différentes. Ici, on a une ligne par mois. On commence bien sûr tout en haut avec 31 janvier, le B2B, un objectif de 65 000 € de chiffre d'affaires. Et on va voir si on l'a atteint cet objectif ou si on est en dessous. Et puis on a des boutiques, le 31 janvier, pareil 2024, ont un objectif de temps, etc. Et on va voir si on l'a atteint, si on l'a dépassé, combien, etc. Et puis, ça fait un total qui est au-dessus de notre réel. Et déjà, ça pourrait nous donner une information de on n'a pas atteint l'objectif, on est en dessous. On n'est pas dans les clous, on a fait moins, c'est dommage. Oui, mais il y a tellement de possibilités de pourquoi on n'a pas atteint cet objectif que cette lecture-là
de un grand ensemble à un grand ensemble, elle est totalement faussée. Elle est totalement faussée, vous allez voir pourquoi. Et on a encore, je vous fais un petit tour du propriétaire, hein, et on a encore un autre truc qui est les charges fixes. Les charges fixes, alors là, j'ai mis exprès, je l'ai pivoté, j'aurais pu garder le même truc, mais j'ai pivoté, ça veut dire qu'on va utiliser un peu de Power Query, comme ça on va voir quand est-ce qu'on passe directement dans Power Pivot, quand est-ce qu'on passe dans Power Query, dans Power Pivot via Power Query. Et donc là, on a des charges fixes. Je n'ai pas fait le détail de ça vient d'un fake ou quoi que ce soit, ou d'un grand livre ou d'une balance. J'ai juste mis des montants mensuels et un dispatch qui correspond aux typologies avec lesquelles on fait du chiffre d'affaires. Le B2B, boutique en ligne. C'est aussi les typologies de nos objectifs et ce n'est pas les typologies telles quelles qu'on trouve ici, parce que ça va être les typologies auxquelles sont rattachés nos clients. Les typologies auxquelles sont rattachés nos clients. Tiens, je vérifie un truc. Ouais, tiens, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait. On va s'en rendre compte. Donc on a 3 grandes bases de données, on va dire, base de données, c'est trois grandes tables qu'on appelle des tables de faits, qui sont le réel, les objectifs, les charges fixes. Et on a quelque chose qui va permettre de faire le lien, de combler les trous là où il y a des trous. C'est que pour passer du client qu'on a dans le réel à la typologie, pour comparer par rapport aux objectifs aux charges fixes, on a une table ici qui nous dit tel client, c'est telle typologie. Je pense que là, il faudrait que je mette... non, ça c'est bon. Et pour savoir aussi quand on vend 40 unités de quelque chose et que ça nous rapporte 20 000 euros, bah, ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté combien en termes de charges variables? Ça, et du coup, pour chaque produit, on a, je vais simplifier à fond, hein, parce que c'est des prix de revient unitaires fixes, mais on a un prix de revient unitaire. Et voir que tout ça, autant c'est 10 minutes à présenter, j'ai fait le tour, hein, mais c'est 10 minutes à présenter. Sans Power Pivot, ce serait galère à tous les niveaux. Avec Power Pivot, ça va être très simple. Très simple. C'est très simple une fois qu'on sait. C'est vraiment très simple une fois qu'on sait. Et je vais vous montrer Power Pivot. Donc moi, je l'ai là. Je vous montrerai comment le rajouter si vous ne l'avez jamais rajouté. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. C'est que tout ce que je vous ai montré là, ça va correspondre à ça. Et ça va nous permettre de faire des calculs qui font un quart de ligne, des trucs tout simples, d'avoir des TCD qui vont faire le travail à notre place sans qu'on ait la moindre chance de se tromper, le moindre truc un peu galère. Et du coup, tout ce que j'ai montré là, c'est ici, le réel, avec le chiffre d'affaires, les quantités, les objectifs, les charges fixes. Et puis ici, ce qu'on appelle les tables de dimensions. Donc là, c'est des faits. C'est des trucs où il peut y avoir de plus en plus de lignes. Et ici, c'est des tables de dimensions. C'est ce qui nous permet de catégoriser nos données avec la dimension des dates, la dimension des clients, qui nous permet d'avoir une dimension des typologies, et la dimension des produits, qui nous permet d'avoir d'autres infos. Donc tout ça, c'est Power Pivot. C'est une partie de Power Pivot, c'est ce qu'on appelle le modèle de données. C'est la façon dont sont articulées les données qu'on a entre elles, quand elles proviennent de plusieurs tables. Et puis on a un autre truc, c'est qu'ensuite on va avoir ici des mesures, c'est des calculs. Vous allez voir que les calculs, ils sont ultra simples. C'est pas des sommes si ensemble, on cherche X, etc. C'est juste, on fait la somme du CA, on fait la somme des objectifs, on fait la soustraction des deux. On va faire, là, celui-là, il est légèrement plus compliqué. Je vais vous montrer pourquoi, mais vous allez voir que c'est tout simple. On calcule pour chaque ligne le prix de revient unitaire grâce à un related. Et une fois qu'on l'a fait, on fait la somme de la quantité fois le prix unitaire. C'est l'équivalent de la fonction SUMPROD, mais appliqué au TCD, parce que tout ce que vous voyez ici, c'est appliqué au TCD, etc. Et du coup, on va faire tout ça, et vous allez voir que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je crois. Et l'idée, à la fin, obtenir des indicateurs, obtenir des tableaux avec des dimensions qui sont temporelles ou autre chose. Moi, j'ai fait que temporelles. Et faire en sorte que ces trucs-là soient un peu plus graphiques. Alors, très honnêtement, pardon, mais je ne me suis pas foulé parce que je me suis dit que de toute façon, on n'aurait pas le temps de faire quelque chose de beau, mais par contre, vous aurez quelque chose de fonctionnel. Est-ce que ça vous va? Est-ce que sur ça, vous avez des questions, Thomas? Est-ce que toi, tu as des questions? Est-ce que j'ai expliqué n'importe comment? Est-ce que mon micro n'était pas activé? Il faut que je recommence tout. Oui, le micro n'était pas activé, effectivement, et du coup, non, je rigole. Non, moi, j'ai pas de questions spécifiques. J'attends la mise en...
Enfin, j'attends Ouais. qu'on rentre dans le bain. Mais effectivement, si vous avez ne serait-ce que la moindre question, comment télécharger Power Pivot, j'en sais rien, plein de choses, vous pouvez les poser et on y répondra avec plaisir. Alors ça se télécharge pas Power Pivot, hein. Normalement, si vous avez au moins Excel Mm. 2016, c'est un complément à ajouter. Juste, C'est je comme un vous add-on, montrerai. ouais. Mais c'est déjà dans vos Excel, hein, ça fait partie de Microsoft, ça fait partie d'Excel. Exactement. Allez, du Intro au coup, top, nous dit Cédric. le fichier qui était dans lequel j'ai déjà fait le travail et on va aller faire le travail ensemble à partir de rien à part les données. Enfin, on va aller faire travail. Évidemment, c'est moi qui vais tout faire et vous allez juste pouvoir critiquer, mais en vrai, ça va être marrant quand même. Ok, donc on va commencer par le réel. Le réel, si je veux l'analyser grâce à un TCD, il faut que je fasse normalement insertion, tableau croisé dynamique, et que si je veux pouvoir le comparer aux autres tableaux, il faudrait que je clique sur ajouter ces données au modèle de données. Et c'est tout à fait possible, mais un meilleur chemin pour ça, un chemin un peu plus beau pour ça, c'est de passer par Power Pivot. Si vous n'avez pas Power Pivot, je vous montre comment l'ajouter. Personnaliser le ruban, complément comme atteindre et Microsoft Power Pivot. Très honnêtement, essayez pas de faire en même temps que moi parce que le but c'est vraiment de vous montrer la logique d'ensemble et du coup vous perdez pas, vous aurez le replay, vous allez pouvoir tout refaire. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez me demander par MP ou nous demander par MP. Mais là je vais juste dérouler un peu rapidement les grands ensembles de ce qu'on va faire. Donc là, il faudrait cocher Power Pivot. Moi, c'est évidemment déjà coché et cliquer sur OK. Et ce qui fait que vous avez ce truc-là, Power Pivot. Power Pivot, donc c'est pas dans la version Excel en ligne. Vous pouvez pas l'avoir dans la version Excel en ligne. Là, on est obligé de travailler en bureau. Mais si vos données sont stockées sur SharePoint, sur OneDrive, à ce moment-là, vous avez tout à fait le droit d'ouvrir dans l'application et de pouvoir travailler sur Power Pivot sur des données qui initialement sont en ligne. C'est juste le temps où vous travaillez sur Power Pivot, vos données, elles ne sont pas en ligne, vous les utilisez en local. Donc, premier truc, maintenant que j'ai installé, que j'ai bien pas installé, mais que j'ai, si on va dire que j'ai installé Power Pivot, que j'ai affiché Power Pivot, c'est surtout qu'on l'affiche, je vais cliquer sur cette table-là, réelle, et je vais dire ajouter au modèle de données. Et mes données, maintenant, elles sont dans une table de Power Pivot, qui a une fenêtre qui se rajoute par-dessus Excel, mais qui n'empêche pas, contrairement à Power Query, d'utiliser une feuille en même temps. Là, je pourrais tout à fait venir modifier ici. Et ces données-là, elles sont surtout ici. C'est ça qui va m'intéresser. Mon réel, il est ici, dans ce qu'on appelle la vue de diagramme. On voit que c'est des tables dans lesquelles on peut créer des relations, entre lesquelles on peut créer des relations. Et ça, c'est essentiel. C'est ce qui va permettre de... Alors, comment dire ça bien? Je trouve que c'est pas si évident que ça, mais c'est ce qui va permettre de garder à la fois le niveau du détail de nos vraies données, tout en pouvant les croiser avec des données qui ont un autre niveau de détail. C'est tout à fait ce qu'on a avec le réel sur lequel les ventes, elles sont au jour. Le chiffre d'affaires, il est par jour. Et puis, on peut avoir plusieurs ventes la même journée et tout. Par exemple, là, on a 2 ventes le 20 janvier. Alors que les objectifs, ils sont pas par jour, ils sont par mois. Ils pourraient être au trimestre, ils pourraient être autre chose. Même les charges fixes, pareil, elles sont pas par mois. Puis, toute la granularité, elle est différente, en fait. Et ça, souvent, à gérer avec des sommes si ensemble ou des trucs comme ça, et des recherches fixes, vous allez galérer à fond et c'est obligatoire. Et dans Power Query, avec des fusions de requêtes, ce ne serait pas pratique. Du coup, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et on a bien commencé avec juste tout ça. Le tab réel, c'est une table. C'est une table qui contient des données et je vais la mettre ici. Est-ce que vous savez, je ne vous laisserai pas répondre, enfin je vais vous laisser répondre par écrit, mais moi je vais continuer un peu ma démo. Mais si vous savez pourquoi est-ce que je la mets ici plutôt à gauche et pas en haut par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est parce que c'est une table de quelque chose. Et si vous savez ce que c'est, dites-le dans le chat. Comme ça, on voit un peu qui connaît pas, même si vous êtes plutôt noté à 0 sur Power Pivot. Hein, j'entends, ça va être pas mal de découvertes. Mais en tout cas, cette table-là, je l'ai mis à gauche et c'est pas anodin. Et puis, je vais aller prendre autre chose. Je vais aller prendre mes objectifs. Et je vais faire la même chose. Ajouter au modèle de données.
Et ça aussi, je vais la mettre ici. Parce que c'est le même type de table. C'est des tables qui ont toutes les deux en commun d'appartenir à la même catégorie d'informations par rapport à ce qu'on va vouloir utiliser dans Power Query, dans Power Pivot pour analyser nos données. Je vais continuer avec mes charges fixes. On a Johanna qui nous dit, Johanna, Cédric, ils sont tous d'accord. Moi, j'aurais dit pareil. Table de fait. Ouais, exactement. C'est des tables de fait. C'est des tables de fait. Pour moi, pardon, je fais une digression. Je passe sur Internet et on va faire modèle en étoile. Donc Power Pivot, c'est très lié au modèle en étoile. Je pense que modèle en étoile est le pire nom qu'on puisse donner à un modèle en étoile pour expliquer ce que c'est le modèle en étoile, parce que ça correspond à un cas qui n'existe que dans l'esprit des gens tordus qui imaginent des règles qu'ils ne peuvent appliquer nulle part. Ça correspond à ce genre de cas-là, où il existe une table de fait, alors c'est moche, on voit pas bien, et plein de dimensions autour. La vérité, c'est que très souvent, on a à peu près autant de tables de fait que de dimensions, et que cette vue en étoile, elle a aucun sens, et elle s'applique pas, en fait, elle s'applique pas à la réalité. Ça s'applique pas à la réalité. Si ça s'applique à la réalité, en vrai, vous devriez même pas faire ça. Probablement que si à chaque fois, c'est le pire exemple, ils ont vraiment trouvé le pire exemple. Si vous avez des tables de fait de 2 colonnes, ça veut dire que ce serait plus rentable d'un point de vue performance de faire des fusions de requêtes. Vous faites des fusions plutôt que des relations, ça n'a aucun sens, aucun intérêt de faire une dimension pour une colonne. Vous allez utiliser du DAX qui va être contre-performant, alors que franchement, souvent on peut faire beaucoup mieux. Donc là, ils ont pris les pires exemples. Ça, c'est un peu mieux, parce que pour chaque relation qu'on a, on a différentes colonnes qu'on veut récupérer. Mais bon, c'est pas super. Et donc, on est sur un modèle. Nous, on va construire un modèle en étoile avec des tables de fait, des tables de dimension et des relations entre elles. Ici, donc je vois que vous avez le niveau, en tout cas, table de fait, table de fait, table de fait, table de fait, table de fait. Personne n'a dit table de dimension, heureusement. Et personne n'a dit table de chevet. C'était très bien aussi. C'était un piège. Voilà. Est-ce que vous avez... Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ajouter au modèle de données ici? Je l'ai spoilé un peu dans mon intro. Yep. J'ai spoilé un peu dans mon intro. Ici, je ne peux pas ajouter ça au modèle de données. Alors, j'ai tout à fait le droit de le faire, mais en vrai, ce ne sera pas pratique. Ça va m'obliger à faire des trucs. Non, je ne peux même pas le faire. Je pourrais peut-être le faire dans Power BI en faisant des unions, en ayant fait, mais ça vaut vraiment pas le coup. Donc pourquoi est-ce que ici, je ne peux pas ajouter au modèle de données simplement, et qu'est-ce que je dois faire? Moi, personnellement, j'en ai aucune idée. J'essaie de réfléchir, mais j'allais dire c'est par rapport aux dates, mais non. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les charges fixes, il y a un montant ici, ce qu'on appelle une clé de répartition qui permet de faire de la comptabilité analytique ou de la gestion analytique, qui dit que par exemple 40%, et on pourrait changer les montants, on pourrait dire, je ne vais pas changer là, mais on pourrait dire qu'à partir de septembre, finalement ici c'est 48%, et qu'ici il reste que 2%, et que la clé de répartition, pour une raison ou une autre, une embauche, où on travaille plus pendant une période sur un sujet, où on mobilise à fond les équipes commerciales sur un produit pendant une période, bah, tout ça, on pourrait changer les clés de répartition, ce qui changerait la répartition du total, qui est souvent lié à des charges qui sont fixes et qui ne dépendent pas de quelque chose, c'est mal dit, mais l'attribuer temporairement ou moins temporairement à une typologie de clients, de produits, etc. Cédric qui a répondu, effectivement, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est les colonnes sont pivotées. Ouais, exactement. Si on regarde la différence entre mes objectifs, où j'ai une date qui est mensuelle, je vais remonter tout en haut, une typologie et un montant, c'est-à-dire que j'ai 3 colonnes pour 3 types d'infos, date, typologie, montant. Bah ici, je devrais retrouver la même chose, date, typologie, montant. Et sauf que moi, j'ai 3 colonnes de typologie, voire 6 colonnes de typologie, ça n'a aucun sens. Et puis ici, j'ai quelque chose qui est une somme
donc ce qu'on appelle un agrégat normalement, alors que ici j'ai du détail. C'est-à-dire que la somme de ces trucs-là, bref, en vrai, rien ne va. C'est parfait pour de la synthèse, c'est parfait pour de la saisie, c'est parfait pour de la compréhension, c'est parfait pour des humains, mais c'est tout à fait anti-parfait pour des TCD et pour Power Query et pour et pour de l'analyse, on va dire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc les colonnes sont pivotées. Si vous connaissez le mot pivoter, c'est que vous connaissez le mot dépivoter. Si vous connaissez le mot dépivoter, c'est que vous connaissez Power Query. Bien sûr, il y a les mêmes choses dans SQL, etc., dans plein de choses. Mais en gros, nous, on va faire clic droit, obtenir des données à partir d'un tableau d'une plage, qui va nous permettre de balancer ces données dans Power Query. Hop, je vais les typer. Non, je typerai à la fin. Et comme ces données sont dans Power Query, je vais pouvoir les dépivoter. Alors, j'ai pas besoin de tout dépivoter, parce que la plupart des trucs, j'en ai pas besoin. Mais en vrai, il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Si moi je dis tout le temps, il faut d'abord supprimer les lignes et les colonnes pas utiles. Donc je vais faire ça, je vais dire que j'enlève le total, parce que c'est un agrégat, on ne garde pas les agrégats dans Power Query. J'enlève tout ce qui est les pourcentages, puisque j'ai déjà les calculs qui sont faits à partir de ces pourcentages, donc j'en ai pas besoin. Et du coup, je vais avoir ça. Si j'ai ça, je vais pouvoir aller dans Transformer, dépivoter les autres colonnes. Donc à partir des dates, je dis que toutes les autres colonnes qui ne sont pas la colonne de date correspondent à des typologies, à des données du même ordre, qui sont des valeurs, des noms de typologie, et qui ne nécessitent pas d'être dans des colonnes différentes. Maintenant, ça, je vais le changer directement ici, ça va m'éviter de rajouter une étape. Je vais appeler ça typologie, comme ça sera ça. Très bien. Je vais appeler ça montant. Et il me reste à typer mes colonnes. Je vais dire que ça, c'est une date, que ça, c'est du texte, et que ça, c'est une devise. Et à enlever ici le surplus qui était B2B en euros. Hop, il y a du gras à enlever. Et ça, c'est quelque chose que je peux envoyer directement à Power Pivot. Ça correspond, ça match en tout point à la logique que j'ai dans mon réel, à la logique que j'ai dans mes objectifs et à la logique que j'ai partout dans mon modèle de données. Est-ce que Cédric, c'est bien ça que tu avais en tête? Est-ce que ça, vous saviez? Peut-être juste qui parmi vous avait déjà cette intuition ou cette expertise de savoir que c'était, on n'aurait pas pu les traiter, les données, sans faire ça? Oui, si vous saviez. Non, si vous ne saviez pas. Et il n'y a rien entre les deux, évidemment. Tout dans la vie est nuance, mais j'essaye de poser des questions simples. Moi, je t'avoue que si je veux être 100% transparent, honnête, j'avais pas fait ce rapprochement-là directement. Mais c'est vrai que maintenant que c'est expliqué, ça prend tout son sens, on va dire. Tu as l'excuse, et c'est une excuse qu'il faut un peu challenger maintenant, d'être sur Mac. Oui. Et en vrai, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on change, parce que ça t'a éloigné de pratiquer vraiment Power Pivot, qui est en vrai une logique, qui induit une logique qui rend Excel plus simple, et sur lesquels il y a des trucs qui te paraissent compliqués, simplement parce que tu n'as pas le loisir de les pratiquer autrement que par procuration dans tes formations. Et du coup, il faut que tu révises et que tu te prépares, alors que moi, c'est vraiment du Power Pivot, j'en mange au petit déjeuner, et c'est très marrant et très agréable à faire. Après, je prends pas de petit-déj, moi, mais j'en mangerai au déjeuner, on va dire. Au déjeuner. Au déjeuner, au dîner. Alors, Corinne nous dit non. Cédric, oui, forcément, vu qu'il a trouvé la réponse. Et bravo. Pas comme non plus. Donc, les autres, n'hésitez pas à répondre. Je te laisse continuer, Martin. Pour moi, dépivoter et Power Pivot, ça va ensemble. On dépivote pour mettre dans Power Pivot. Pas que, mais on dépivote notamment pour des fusions de requêtes ou pour des relations dans un modèle. Donc, dépivoter et Power Pivot, c'est vraiment le projet dans la continuité de comment on passe des données là où elles ont été saisies ou extraites à comment on les amène là où elles doivent être analysées, donc dans Power Pivot. Donc moi là, je vais pas fermer et charger, parce que si je ferme et charge, je vais charger ça dans un tableau, j'ai pas envie, je vais aller charger directement dedans, en disant que je veux créer la connexion et ajouter au modèle de données. Ça va m'éviter d'avoir, en plus de ce tableau-là,
des données qui sont dépivotées que ensuite je devrais envoyer à Power Pivot. Donc ne créer que la connexion, ajouter ces données au modèle de données. Et OK. Donc j'avais 24 lignes, c'est simple, hein, j'ai 2 ans, j'ai une ligne par mois sur 2 ans. J'ai maintenant 72 lignes, parce que pour chacune de ces lignes, j'ai maintenant la ligne qui correspond au B2B, aux boutiques et en ligne. Et ces données-là, elles ne sont pas chargées ici, dans une feuille, elles sont chargées dans le modèle de données. Ah, tiens. Comme j'ai rien mis en haut, il a tout rapatrié en haut, alors que moi, je laisse tout le temps en écart, vous allez voir pourquoi. Donc là, c'est très bien. Ça veut dire que mes tables de faits, j'ai pas de table de faits là. Dans ce cas-là, j'ai pas de table de faits. Mes tables de faits, elles sont ici, elles sont à gauche. Et ces tables de faits, je vais pouvoir les comparer les unes aux autres. Les comparer les unes aux autres, alors c'est assez facile de comparer des tables de faits les unes aux autres quand il n'y a aucun angle d'analyse spécifique commun. Je peux venir ici. Alors hop, je vais me mettre. Je sais plus. Bon, je vais me mettre là, je sais que je le déplacera après. Et je vais dire insertion, table croisée dynamique, à partir d'un modèle de données. Mince. Si, à partir d'un modèle de données. Et je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est pas tout à fait ce que je veux. Je vais faire beaucoup mieux, mais je vais prendre dans le réel le CA. Je vais prendre dans les objectifs l'objectif. Et je vais prendre dans les charges fixes. Pas dans ces charges fixes là qui ne devraient pas être ici, mais c'est pas grave. Je vais prendre dans ces charges fixes là le montant. Et c'est peut-être pas super parce que c'est pas bien présenté, mais je vais le faire en rapide parce que c'est pas là où on est censé le faire. Mince. Pardon, je sais même pas je sais même pas sur quel bouton j'ai cliqué actualiser. Ok. Format non, j'ai juste raté mon clic. Et là, on a des informations qui sont le chiffre d'affaires est de 2,8 millions, l'objectif est de 3,9 millions, et du coup, somme de montant, c'est le montant des charges fixes, est de 1,2 million. Et à partir de ça, eh ben, on n'a pas grand-chose. On sait qu'on est un peu en dessous de l'objectif. Oui, mais est-ce que c'est vrai sur toutes les typologies? Est-ce que c'est vrai sur toutes les années? Est-ce que c'est pourquoi, etc. Et c'est pas très pratique. Ça, c'est pas très pratique. En vrai, on est, entre guillemets, encore loin de notre résultat, simplement parce qu'on ne peut pas segmenter nos agrégats. On a des informations générales, agrégées, qu'on peut comparer, mais on n'a pas d'éléments pertinents de comparaison pour pouvoir les analyser. Par exemple, si je dis je veux les dates, donc je veux les typologies, je vais prendre les typologies par exemple dans les objectifs. Les typologies, je sais ce que ça fait dans les objectifs, mais ça n'a aucun impact sur les charges fixes. Pourtant, mes charges fixes, même si c'est pas là qu'on le voit, mais elles ont été dépivotées. Et du coup, j'ai bien des charges fixes du B2B, etc. Et puis pareil, mon réel, j'ai pas les typologies, parce que les typologies, elles sont rattachées au produit, etc. J'ai rien de tout ça. C'est-à-dire que ici, mon 3 millions, il est bien dispatché. Et je vois que mon objectif, il était ambitieux pour le B2B, mais beaucoup plus léger pour boutique et en ligne. On voit que c'est pas les mêmes proportions. Par contre, mon CA, ça se trouve, j'ai fait moins que l'objectif sur le B2B et beaucoup plus sur les boutiques. Et aucune possibilité de le savoir, tel que c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cédric, si tu sais, ouais, je pense que logiquement, si dépivoter, etc., je ne sais plus combien tu t'es mis, mais allez-y, dites-le si vous avez la réponse. Comment est-ce que je fais pour faire en sorte que si je veux regarder par typologie, j'ai de meilleures indications, je puisse en gros dire typologie et savoir combien ça fait pour chaque typologie. Tiens, Cédric, c'était 1 sur Power Pivot et quand même une bonne réponse. Pour ça Il y que a eu 1 sur Power Pivot, dis donc. Après, pour l'instant, on n'a pas tant que ça utilisé Power Pivot. Ouais. On était sur la partie dépivotée qui correspond vraiment à Power Query, mais quand même. Ouais, Et toi, quand même, Thomas, est-ce que faut tu le sais, savoir. en attendant potentiellement des réponses, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire de l'analyse comme ça? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je dois le faire? Est-ce que tu peux retourner dans Power Pivot pour voir?
créer des liens entre les tables? Exactement. Il faut créer des liens entre les tables. Des Mais j'ai pas le droit relations, de oui. créer des liens entre ces tables. Exactement, des relations. J'ai pas le droit de dire mes typologies qui sont là, je vais les lier avec mes typologies qui sont là. Il va m'envoyer chier, il a raison, j'essaye de lui faire de manière compliquée quelque chose de simple, et surtout il s'appelle Power Pivot. Et Power Pivot, ça veut dire on va utiliser des pivots, on va utiliser des tables qui vont faire le pivot, qui vont faire l'entremetteur en gros entre les typologies de toutes mes tables de fait. Il faut créer Et d'autres types de tables. aller dans Power Pivot sans utiliser Power Pivot, c'est comme aller dans Power Query pour faire que des paramètres et pas de requêtes. Ça n'a pas de sens. On ne va pas utiliser un outil qui a un truc, un porte-manteau, c'est pour des manteaux, c'est facile. Un portefeuille, c'est pas pour des feuilles, c'est bizarre. Mais en tout cas, il faut faire des relations, mais ces relations, on n'a pas le droit de les faire comme ça. Il nous dit, non, désolé, c'est pas possible, pour plein de raisons. Et du coup, il nous faut des tables qui nous permettent de faire le lien entre les différentes colonnes de nos différentes tables de fait. Donc effectivement, c'est ce que dit Cédric, c'est ce que dit Johan, et c'est ce qu'on va faire. On dit la bonne réponse. Donc on va aller dans les paramètres, parce que dans les paramètres, j'ai des typologies, et je vais faire ajouter au modèle de données. Et on va aller ici aussi, parce que là aussi j'ai des typologies, je vais faire ajouter au modèle de données. Ouais, Cédric, tu as raison, on pourrait commencer par une table de date, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de passer par les typologies d'abord, ce qui n'est pas forcément... mes envies ne doivent pas définir comment est-ce que je dois envisager les formations, mais n'empêche que on va commencer par ça parce que j'aime bien. Par contre, je vais laisser exactement... Je vais quand même laisser un espace ici exprès pour les tables de date, la table de date, parce que la table de date, c'est la première des dimensions de n'importe quelle analyse. Je ne sais pas s'il y a des exceptions, je ne sais pas s'il y a des données sur lesquelles il n'y a aucune temporalité qui soit nécessaire à l'analyse. Donc, normalement, on commence toujours par la table de date. Donc là, moi, ce que j'ai dit, c'est j'ai des typologies. Les typologies, c'est facile, je vais pouvoir dire. Et mes typologies, c'est des dimensions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune répétition. Ce qui est ici, ça s'appelle une clé primaire. C'est-à-dire que c'est ici qui est la source unique des typologies existantes dans mes données. Ça, c'est la source unique de mes clients, des clients existants dans mes données. Ça, c'est une donnée qui vient depuis une liste déroulante. Par rapport à ça, pouvoir taguer n'importe quel client pour, à partir d'un client, via cette table-là, pouvoir matcher avec la table des typologies. Vous allez voir, c'est exactement ce que je vais faire. Les typologies, je peux les relier aux typologies. Les typologies ici, je peux les relier aux typologies. Et les typologies ici, je ne les ai pas. Ce que j'ai, c'est des clients. Et ces clients, je peux les relier aux clients qui eux-mêmes peuvent être liés aux typologies. Je suis allé un peu vite, mais normalement, il y a une logique qui fait que même si je vais vite, visuellement, vous voyez ce qu'on fait. Et que comme je n'ai pas tout rajouté d'un coup, j'espère que ça reste pédagogique. J'espère qu'on peut faire de la pédagogie même en allant vite, sans tout expliquer, etc. Je pense que ne serait-ce que ce modèle-là, avec à gauche et en haut, à gauche l'étape de fait et en haut l'étape de dimension, permet de mieux comprendre quels sont les liens logiques, les relations entre nos données et comment tout ça s'articule entre eux. Donc là, ça veut dire que normalement, si je reviens ici et que je dis je veux mes typologies, alors j'ai une manière de me rater. Une manière de me rater, c'est dire je vais mettre mes typologies dans les lignes. J'ai le même problème que tout à l'heure, ça c'est dispatché, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Pourquoi? C'est parce que les typologies, il ne faut pas aller les chercher dans les objectifs, ni dans les charges fixes. J'aurai le dispatch ici, et pas ailleurs. Mes typologies, je vais aller les chercher dans ce qu'on appelle la table de dimension, la table de pivot, qui me permet de dire voici la liste unique de mes typologies, tout s'y réfère. Il y a une question de Pacôme qui nous demande est-ce que c'est obligatoire de créer toutes les relations?
On peut toujours se passer de tout, mais à quel prix? C'est désolé, en fait, je me suis noté 3,8 en Power Pivot. En vrai, je sais ce que j'ai encore à apprendre et je commence à avoir de plus en plus de raisons de temps en temps, faire l'impasse sur des relations. Avoir une table, mais pas la relier. Ce que ça fait, c'est que ça va obliger à écrire plus de DAX. Ce que ça a comme avantage, c'est que de temps en temps, les relations, elles sont complexes, voire concurrentielles entre elles, et on n'a pas envie de faire des modèles trop complexes. Donc il y a plein de cas où on peut ne pas utiliser des relations. Mais si on commence dans Power Pivot, la base, c'est d'utiliser la logique de Power Pivot, c'est de se forcer à passer par les relations, parce que sinon, on va rentrer dans du DAX complexe, et le DAX complexe, c'est ce qu'on veut éviter au commencement. Il y a plein de, il y a plein de manières de faire des choses compliquées dans Power Pivot. Il faut essayer de. C'est un peu pour moi, c'est un peu comme les gens. Désolé, je prends un grand détour, mais c'est un peu comme la mode pendant longtemps de vouloir faire du VBA pour recréer des fonctions qui n'avaient aucun sens, mais qui permettaient d'avoir une aura ou un ego ou je sais pas quoi, et du coup, on faisait quelque chose de complexe. Dans beaucoup de cas, faites simple. Power Pivot égale relation. Et on n'est pas dans un modèle complexe. On n'est pas dans un modèle. On dit juste des typologies, je les rattache aux typologies, les typologies, je les rattache aux typologies. Et ici, je ne peux pas rattacher les typologies, mais je peux rattacher les clients aux typologies et les typologies aux clients. Moi, je commence à publier quelques vidéos. Une première vidéo et la deuxième, c'est-à-dire que je me passe de la relation parce qu'elle serait complexe à gérer. Et du coup, je fais sans relation. J'ai publié la première vidéo, il n'y a pas ça, je commence simple. Et la deuxième vidéo que sur DAX, je vais publier, je pense, demain ou après-demain, on se passera de la relation, vous allez voir pourquoi. Ah, j'ai un truc qui est vide. Produit 1, produit 3, client 17, 15, 15. Ah, client 17, 15, 15. Ok, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas de client 17, ni 15, ni 15. Ouais, Enfin, on ni va 15, faire ça. du coup. Ah, j'ai raté. On va mettre tous en B2B. J'ai pas fait gaffe. Client 17, 15, 15. Ah, il y avait quand même un montant, un petit montant important. Ils étaient rattachés nulle part. Et du coup, c'était juste parce qu'il n'était pas présent dans une table de fait, c'est ça? Si Ouais. j'ai bien compris. Ok. La table de fait des clients, enfin la table de dimension, c'est une table de dimension, c'est même une table semi-dimensionnelle. Ça veut rien dire, mais on est dans une table de dimension qui renvoie à une autre dimension. Ça veut dire que la table de dimension finale, c'est elle et pas elle. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle en flocon sur cette partie-là. Ça veut dire qu'on est sur un modèle hybride qui n'a pas la cote et a raison, mais qui fait que ça, c'est entre le fait et la dimension. Parce que ça, en tout cas, c'est le fait de ça. Ouais. Alors que ça, c'est le fait de ça. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle dans lequel il y a deux dimensions successives. Et ça s'appelle un modèle en flocon. Souvent, c'est contre-performant, c'est surtout contre-productif de vouloir faire un truc élégant et snob dans les cas où on pourrait tout à fait s'en passer. Mais là, moi, je suis obligé, parce que tout n'est pas écrit dans les mêmes trucs. Ou sinon, il faudrait que j'ai rajouté ici, avec un recherche X ou avec une fusion de requêtes, directement la dimension de la typologie. Et à ce moment-là, je n'aurais pas besoin de ramener ça dans mon modèle. J'aurais pu me passer de ramener ça dans mon modèle. Et donc, Cédric, qui est le fer de lance de votre petite académie, de notre petite académie d'apprentis Power Piviste. Il a parlé de table de date. Et effectivement, il nous faut une table de date, c'est-à-dire que ici, si jamais je voulais dire ça m'intéresse de savoir aussi, par exemple par année, alors peut-être laisser ça de côté.
et faire la même chose, mais de savoir, hop, pas en fonction des typologies, mais en fonction des dates, quand est-ce que j'ai fait un chiffre d'affaires, de temps, quand est-ce qu'il est au-dessus de mon objectif, etc. Et il faudrait que je puisse utiliser les années. Et pour utiliser les années, je ne peux pas les utiliser ici parce que du coup, ça aura de l'impact que sur les objectifs, etc. Donc, je vais devoir faire la même chose. Je vais devoir aller dans Power Pivot. Alors, je ne vais pas devoir importer mes dates. La table des dates, c'est une table un peu spécifique qu'on peut créer directement dans Power Pivot. Quand vous êtes sur Excel, c'est ce que je vous conseille de faire. Conception, table de date, nouveau. On crée une table de date. Et dans cette table de date, si on va voir à quoi elle ressemble, il y a 731 lignes. Et si on regarde où ça commence au 1er janvier 2024 et ça termine au 31 décembre 2025. En gros, lui-même, il a décidé que les dimensions de mes dates, c'était 2 années complètes, successives, puisque mes données, elles étaient à la fois en 2024 et en 2025, que ça servait à rien d'aller avant et que ça ne sert à rien pour l'instant d'aller après. Du coup, il me fait ça. 731 jours, c'est 731 dates. Ce qui veut dire que c'est 365 plus 366. Année bissextile, année pas bissextile. Et ça, alors je pourrais tout améliorer, etc. Je vais rien faire de plus. Je vais juste dire que mes dates, que ce soit ici où c'était des dates qui sont des dates, comment elles s'appellent? C'est des dates quotidiennes, c'est des dates journalières. Donc on avait des dates journalières. Hop, on va faire ça, pardon, c'est juste de la présentation. Donc j'avais des dates journalières dans mes faits, dans mes comment ça s'appelle, dans mon réel. J'ai des dates mensuelles, mais qui restent des dates ici, et des dates mensuelles, mais qui restent des dates ici. Et par tout un jeu de ce qu'on appelle des hiérarchies, l'année, la date a une comment on appelle ça, une dimension d'année, une dimension de mois, une dimension de nom du mois, une dimension de plusieurs choses. Grâce à tout ce truc-là, pour chaque date, Power Pivot est capable de déterminer à quel sous-ensemble elle appartient, par exemple en termes d'année. N'importe quelle date de 2024, ça pourrait être analysé ici comme faisant partie de la dimension 2024 de mes dates. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc là, on a fait 3 types de tables, hein, si je résume, c'est bien ça. Donc les tables de faits que tu as mises à gauche, les tables de dimension et les tables de date. Non, la table de date, c'est une table de dimension. Oui, oui. Du coup, on a fait axé sur les dates. Donc normalement, il n'y a que deux types de tables, c'est les tables de faits et les tables de dimension. Pour moi, on pourrait parler de semi-dimension, des dimensions intermédiaires. Et là, on pourrait dire qu'il y a 3 tables de faits, 2 tables de dimension qui sont calendar et typologie, et une table de semi-dimension, une table qui est une dimension qui attend une dimension supérieure. Un fait, c'est comme un attribut finalement, c'est ça? C'est par exemple sur d'autres, je sais que sur d'autres logiciels comme Tableau, etc. Mais bref, on parle plus d'attributs que de faits. Mais du coup, c'est la même chose. C'est le même. Une table de faits, si jamais elle rentre dans une logique d'analyse de modèle, en fait, ça correspond à un enregistrement. Donc là, par exemple, sur le réel, c'est un enregistrement. Cet enregistrement, il a à la fois des valeurs qui sont des faits. Par exemple, la date. Et encore la date, c'est compliqué, mais la quantité, le CA, etc. Et des valeurs qui sont des dimensions. Le produit, c'est une dimension. Le client, c'est une dimension. Okay. Pourquoi? C'est parce que ça correspond à des valeurs qu'on retrouve dans nos tables de dimensions. Donc n'importe quelle ligne d'une table de faits a ça s'appelle un enregistrement. Elle a une donnée principale, souvent, qui est peut-être le montant, qui va être caractérisée dans les colonnes d'avant, en général, par plein d'infos qu'on va pouvoir rattacher à des dimensions. Ok. C'est très clair. Et là, vous voyez que je pense que... Alors, on n'est pas au bout,
On n'est pas au bout parce qu'ici, il nous manque un truc. Ce qui nous manque, c'est de savoir combien ça nous a coûté de produire ce qu'on a vendu. On sait combien ça nous a coûté en termes de charges fixes. C'est pour ça qu'on sait qu'en 2024, on a vendu 1,5 million. Et là, montant, alors c'est pas encore clair, on va faire mieux, mais montant, ça c'est les charges fixes. C'est-à-dire qu'on avait 583 000 euros de charges fixes. C'est-à-dire qu'il va nous rester 1 million. Mais il ne va pas nous rester 1 million de résultats, parce que vendre 1 million de CA, ça a probablement coûté peut-être 500 000 euros, 1,5 million de CA, 500 000 euros, ou 700 000 euros, ou 900, 1,2 million même potentiellement, de matières premières, de packaging, de potentiellement de force commerciale, etc., qui sont des charges variables qui dépendent de ce qui est vendu. Alors la réalité, c'est, moi j'adore ces problématiques-là. La réalité, c'est que la réalité, elle est complexe. Parce que potentiellement, ces charges variables, on va vouloir les évaluer pas en fonction de ce qui est vendu, mais en fonction de ce qui est produit. C'est-à-dire qu'on va évaluer les charges variables en fonction des variations de stock quand on produit, etc., et pas en fonction des ventes. Il y a plein de modèles différents. Moi, là, je vais faire un truc assez simple. C'est que je vais considérer que les charges variables, elles sont affichées, elles sont comptabilisées quand elles sont vendues. Ce qui fait que si on se connectait à la compta, on enlèverait les comptes comptables qui correspondent à des charges variables de nos données, de la compta. Donc dans les comptes 6, on ne prendrait pas les comptes 6 d'approvisionnement de matières premières et tout ce qui est variable, tout ce qui correspond à ce que moi j'ai ici en tant que prix de revient unitaire, c'est-à-dire que pour le produit 1, chaque fois que j'en vends un, ça me coûte ça. Et je me permets d'aller vite et de dire ces trucs-là comme ça, je ne dis pas que c'est clair. Mais comme j'ai vu que vous étiez plutôt tous financiers, contrôle de gestion, etc., je me dis que ce qui vous intéresse, je me dis que les problématiques, vous les connaissez, que le langage, même s'il y a plein de trucs comme ça, que le vocabulaire, que les besoins métiers, que vous les connaissez et que ce qui vous manque et ce que vous venez chercher dans des lives que nous, on essaye de faire les plus rentables possibles pour vous, c'est comment faire et pas comment faire bien et pas c'est quoi la logique de comment on calcule un SIG ou un seuil intermédiaire de gestion ou une marge variable, etc. Donc c'est pas quoi la logique sur le papier, mais c'est quoi la technique sur l'outil. Mais si je me trompe et qu'il y a quoi que ce soit que j'ai mal organisé, comme en vrai on est vachement bien dans les temps, dites-le moi. Est-ce qu'il y a des trucs, peut-être juste une petite note. En vrai, ça m'irait très bien que vous me disiez à quel point, parce que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de live et ça peut-être que je suis rouillé, peut-être que j'oublie, peut-être que j'ai beaucoup de bonnes intentions et beaucoup de mauvaises applications. Est-ce que là vous suivez? Est-ce que là ça vous intéresse? Est-ce qu'on va au bon rythme, etc., pour ce qui vous intéresse et qui vous a motivé à vous connecter, à rester à ce live? Est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a un truc que vous voulez que j'explique, sur lequel vous voulez que je revienne parce que je suis allé trop vite? Johan qui nous dit: «Je suis d'accord, on veut le comment faire». Yes, trop bien. Bon, j'en profite, je me tais un peu, je bois un petit peu d'eau, je mets du suspense. Moi franchement, toutes ces enfin, je trouve ça très, très bien expliqué pour le coup. Moi qui, encore une fois, ne pratique pas directement sur Power Pivot parce que je suis sur Mac, même comme ça, j'arrive mieux à comprendre, largement mieux à comprendre certains trucs et le fait, tu vois, que c'est bête, mais que tu poses les questions et que du coup, on puisse essayer de deviner et cetera. On essaie de se pencher un peu directement dans le sujet. Ça nous ramène indirectement à de la pratique finalement, donc c'est ça qui est cool aussi. Cédric Yep. nous dit: «Tout va bien». On On continue. continue, on continue, on continue. OK. Ouais. Donc la seule table qui me manque, parce qu'il faut qu'elle soit dans Power Pivot, ou il aurait fallu qu'elle soit dans Power Query si j'avais décidé de le faire en Power Query, hein, ça valait tout à fait le coup. Je me suis plaint tout à l'heure des modèles moches, on voyait des tables de dimensions avec seulement 2 colonnes. Bon, bah là, c'est pile ce qui va se passer. Mais c'est pour l'exemple et parce que je voulais montrer un truc un peu complet.
Mais là, je vais rajouter une table de dimension à 2 colonnes, ajouter au modèle de données. Cette table de dimension, c'est les produits. Et ce produit-là, cette table, c'est celle qui va me permettre de passer d'une quantité d'un produit X, une quantité X d'un produit Y, à un montant de ce que ça a coûté pour produire ce qu'on a vendu sur cette ligne. Si je remonte ici, table réelle, le 9 janvier 2024, produit 1, on en a vendu 40, ça nous a rapporté 20 000, quasiment 21 000. Oui, mais combien ça nous a coûté? Et bah, pour le faire, normalement, on pourrait faire ça. Alors, ça, je déteste le faire, mais je vais tester. Related. Ah bah, il veut pas. Donc, la fonction related, elle peut pas fonctionner tant que j'ai pas créé de relation. C'est une fonction sur la relation. Il faut que je crée une relation. Là, je dis que quand il y a un produit ici, c'est relié à mon produit ici. Sachant que là, j'ai une liste unique des produits. Hein, ce que j'ai ici, c'est la liste unique des produits. Produits un peu avec à chaque fois un montant. Et du coup, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir aller ici. C'est pas du tout là qu'il faut le faire. Related. Comme ici, il y a un produit, si il va pouvoir calculer le PRU de ce produit. Donc 282, c'est bien ce qu'il y a pour le produit 1. D'ailleurs, à chaque fois qu'on tombe sur le produit 1, on tombe sur 282. Si je reviens ici, 644, c'est bien le produit 4. Related, fonction toute simple, ultra efficace, qu'il faut quasiment jamais utiliser comme ça. Si jamais je lui dis bah, ça fois ça, je sais combien ça m'a coûté. Pour vendre, pour faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai dépensé 11 000 euros de charges variables. Mais on ne va pas le faire là. Parce que c'est le pire endroit pour le faire. Pourquoi c'est le pire endroit pour le faire? C'est parce que si j'ai 1 million de lignes, c'est-à-dire que je vais calculer 1 million de fois un montant. Et pourquoi c'est pas bien? C'est parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire dans Power Pivot. Power Pivot est un outil d'agrégation. C'est un outil qui ne va pas calculer ligne par ligne. C'est un outil qui va exprès de vous donner des résultats généraux qu'on pourra segmenter comme on veut. C'est ce qu'on a. Ouais. C'est le moteur de Power Pivot, le moteur d'une énorme partie de Power BI aussi, qui dit que la meilleure manière d'obtenir un résultat, d'une certaine façon, c'est de ne pas calculer toutes les composantes ligne par ligne de ce résultat, mais d'essayer de condenser l'information en fonction de ce qui est condensable. Et en gros, c'est plus malin que nous. Il faut l'utiliser de la bonne manière. Vous allez voir qu'on va ne jamais passer par ligne. Je fais le calcul que je vous ai montré. Et si on ne passe pas par ligne, je fais le calcul que je vous ai montré, on va faire ce qu'on appelle des mesures, qui sont des calculs agrégés. Les calculs agrégés, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. On va faire par exemple le CA. Donc souvent, une mesure, pour la retrouver facilement, on met un underscore devant. CA, 2 points, ça c'est le nom de ma mesure. Je l'écris où je veux. Moi, j'écris tout le temps deuxième ligne, deuxième colonne. Et cette mesure-là, hop, je vais dire voilà le calcul que je veux faire. Et là, vous êtes comme dans Excel, dans une fonction somme. D'ailleurs, la seule différence, c'est que c'est en anglais. Somme de la colonne CA. Il me remonte mon 2 880 280. Je vais dire que je le veux. Je ne vais pas le faire pour tous parce que je le ferai à l'avant. Que je le veux comme ça et que je ne veux pas de décimale. Et ce montant-là, c'est le montant total de mon CA. C'est-à-dire que ça va être intéressant, c'est que si je reviens ici, bah dans ma table réelle, parce que j'ai écrit ce calcul-là dans ma table réelle, bah dans ma table réelle, j'ai mon petit fx. Fx, ça correspond à une mesure. Ça correspond, alors moi je ne dis jamais ça, mais dans les TCD, vous avez un truc genre, je sais même pas, champ élément de jeu, calculer un. J'ai jamais utilisé ces trucs-là parce que je trouve que c'est peut-être moi qui me trompe, hein, et clairement, si vous avez d'autres opinions sur le sujet, faites ce qui vous paraît cohérent, mais pour moi, ça, c'est les chemins
c'est les raccourcis vers Power Pivot qui empêchent de se rendre compte à quel point l'outil est plus grand que les raccourcis qui y mènent, quoi. Du coup, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien aller écrire dans Power Pivot. Donc là, j'ai écrit une mesure. Cette mesure, elle est là. C'est la même, ça donne le même résultat que le CA. Si je me mets ici, j'ai bien la même chose ici. Et ça vaut pas forcément le coup de la faire. Ça vaut pas le coup de la faire, sauf quand on va calculer des valeurs, des ratios, des trucs comme ça, qui font que ce serait bien que le CA il soit calculé dans Power Pivot d'une manière propre pour qu'on puisse y faire référence. Bref, j'enlève pour l'instant. Et je vais retourner dans Power Pivot. Vous allez voir que maintenant on déroule. Ça, c'est la mesure du CA. Somme de CA. La mesure des charges, la mesure des objectifs, c'est ça, objectif, de points, égale, somme, de... Là, il ne me propose pas CA de base, parce que l'objectif, il n'est pas dans cette table-là. C'est-à-dire que je vais taper objectif, par exemple, et là, il va me dire dans la table des objectifs, quelle colonne je veux. Enfin, je veux évidemment la colonne des objectifs. Je ne vais pas faire la mise en forme, je vais la faire après. Si je veux ce que moi j'appelle le delta, pour moi c'est CA moins objectif, j'ai juste à faire ça moins ça. C'est pour ça que ça valait le coup, par exemple, de faire des mesures sur le CA, etc. Parce qu'une fois qu'on a nos premières mesures, on a juste à dérouler et à faire x moins y, x divisé par y, etc. Donc là j'ai des mesures, je vais aller faire peut-être je vais me mettre ici un peu sur le côté, aller faire d'autres mesures, je vais les séparer un peu. Donc là j'ai mon CA, je vais aller chercher, mais ça va être la plus dure qu'on va faire. Les charges variables. Charges variables, alors je l'ai fait dans l'ordre parce que souvent on compte d'abord le CA, les charges variables, ce qui nous donne la marge variable, ce qui nous donne... Ensuite on peut retrancher les charges fixes, sachant que les charges fixes de temps en temps on les divise entre des charges fixes... Bref, moi j'ai pas là les possibilités de faire ça avec les données que j'ai faites. Mais du coup, on arrive progressivement au résultat, voire au résultat moins ce qui a permis en termes de financement, etc., de le produire. Mais du coup, là, on va charge variable, 2 points égales. Et là, je ne peux pas lui dire, je fais la somme des PRU. Somme des PRU, ça va me donner quelque chose qui n'a rien à voir. Ça va me donner quelque chose comme 1000, 1827. C'est la somme de ce que j'ai dans mes 4 produits. C'est le prix unique de chacun de mes 4 produits. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est faire un sum X. Ce sum X, je vais dire dans mon réel. Donc ça, c'est le moment. Je le fais en rapide, comme ça, vous savez, mais accrochez-vous. Dans mon réel, je vais lui dire qu'est-ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire mes quantités fois... Par exemple, si je sais que tous mes produits étaient à 288 €, je crois qu'il y a un truc à 288, je ferais ça. Je prends toutes mes quantités, je fais 288. Si je regarde dans mes paramètres, voilà, 282. Là, c'est-à-dire que quelle que soit la quantité de chaque ligne de mon réel, 40, 7, 3, 32, je multiplie par 288 et ça me donne un résultat. Ce résultat, il est faux, hein, bien entendu, parce que non seulement aucun produit coûte 288, mais surtout tous les produits ne coûtent pas la même chose. Et du coup, je vais faire le related que je vous ai montré tout à l'heure. Related de PRU. Là, forcément, on a augmenté un peu. Pour chaque ligne, il a pris la quantité et il est allé voir combien ça valait ce produit-là dans le PRU, dans ma table de PRU. Et du coup, ma marge variable, j'espère que je ne vous ai pas perdu, hein, je vois qu'on est toujours le même nombre, mais je me doute que je vais vite. J'espère que ça vous donne un peu la big picture, plutôt que d'aller lentement pour que tout le monde puisse suivre, mais qu'on s'arrête au tout début et qu'on ait un modèle trop simpliste qui ne correspond à aucune réalité, même si ce modèle est simpliste et qui ne correspond pas à toutes les réalités. Et donc ma marge variable, ça va être assez simple, c'est ça, moins ça. Alors, juste parce que moi je suis maniaque et ça me perturbe, je vais sélectionner tout ça et dire que hop, je veux que ce soit en monétaire sans décimale. Je pourrais attendre de le faire parce qu'il me reste des colonnes à faire, mais j'aime bien. Et comme ça, on voit un peu mieux. J'ai 2 880 000 € de CA, auquel je retranche 1,4 million
de charge variable, ce qui me fait 1,4 million de marge variable, c'est environ 50% de charge variable. C'est peut-être pas vrai pour tout, hein, d'ailleurs. On ira voir peut-être ça, on n'aura pas le temps, mais ça serait dans la suite logique. Et du coup, si je veux savoir mes charges fixes, alors mes charges fixes, c'est facile, j'ai aucun problème c'est tout simple, c'est juste la somme de charges fixes, montant. Question intéressante de Cédric, et moi j'avais une autre question qui est liée du coup, mais celle de Cédric est plus complète. Du coup, je pose la mienne juste avant, c'est tes mesures sur ta feuille, tu peux les faire sur n'importe quelle cellule, que ça n'aura pas d'impact. C'est pas obligé d'avoir sur n'importe quelle colonne, quoi. C'est bien de s'organiser en se disant je fais une Bien sûr. colonne plutôt sur les trucs par rapport par exemple, tout ce qui va être en pourcentage, tout ce qui va être lié aux quantités, tout ce qui va être lié à d'autres choses, et de se mettre un peu une logique, parce qu'on pourrait tout écrire n'importe où. Et par contre, moi, je vous conseille j'ai bien vu la question de Cédric, soit de mettre tout dans une colonne, enfin dans une table, et vous savez que cette table, elle va pas changer. Ouais. Soit de créer une table de mesure. Et pour créer une table de mesure, vous faites ici et vous dites, hop, par exemple, table, là, vous faites mesure. Hop, je vais mettre X, ou on va faire colle 1. Alors, je vais pas le faire en entier, mais hop, ça, je vais mettre ça. Alors, normalement, on fera un truc un peu mieux. On va faire accueil, mettre sous forme de tableau. Et si par exemple, c'est une question de merde, et je pense que il y a celle de Cédric aussi peut-être, mais si tu crées une feuille vide là et que tu la rajoutes dans ton Power Pivot, non. Tu peux pas, il faut que ça vienne de quelque part. Faut forcément qu'il y ait soit un fait, soit une dimension. Dans Power BI, tu as le droit. De créer une table vide. Dans Power Query, tu peux pas. Dans Power Pivot, dans Excel, tu peux pas. Donc, tu passes par, tout simplement, tu fais un petit tableau comme ça. Tu l'ajoutes au modèle de données. Tu le nommes, parce que là, j'aurais pu le nommer ici. Table mesure. Et du coup, ici, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu prends un peu le temps de... tes colonnes, tu les nommes pour dire mesure CA, mesure je sais pas quoi, ou CA, objectif, tout ça, tu as un truc qui est très, très propre. Ok. C'est vraiment... Ça vaut pas le coup de s'en priver, c'est vraiment ultra efficace. Et surtout, dans tes TCD, tu les retrouves plus facilement, parce que du coup, tu auras direct ta table. Ouais, dans tes TCD, tout est à un seul endroit et c'est beaucoup mieux. Trop bien, très intéressant comme question, Cédric, et j'avoue que... Hop. Donc moi, là, j'ai tout mis au même endroit. En tout cas, je mets tout au même endroit. Et du coup, je vais aller faire le dernier, le résultat. Résultat de point égal. C'est simple, c'est ma marge variable, moins mes charges fixes. Moi, là, je vais faire aucun pourcentage. On pourrait tout à fait calculer des pourcentages ou on pourrait calculer des variations, des évolutions. Calculer combien c'est le résultat par rapport au résultat de l'année dernière et quelle que soit l'année que je fixe. Et le produit que je fixe, je verrai de combien il a évolué, etc. Je savais très bien que je n'aurais pas le temps de tout faire. Et pour moi, maîtriser le modèle de données sur des calculs simples d'agrégation normale, c'est déjà le premier truc et c'est le plus important. Une fois que vous avez ça, allez faire des mesures avec des calculates ou des filters qui vont vous permettre d'aller plus loin, on va dire, avec des ratios, des pourcentages, des évolutions, tout ça. C'est la suite logique. Mais pour l'instant, l'important, d'après moi, c'est de maîtriser, par exemple, là, sur un truc financier, c'est cette mesure. Sur 7 trucs tout simples, des sommes, des moyennes, enfin des sommes, des soustractions, qui permettent d'obtenir ça. Et donc là, j'ai ça. Effectivement, tu ne serais pas limité, tu pourrais faire des calculs conditionnels aussi, ce qui peut poser un problème de temps en temps quand on n'utilise pas Power Pivot. C'est par exemple, je sais pas moi, dans un cas RH, on pourra calculer un taux de turnover avec un calcul bien précis, etc. quoi. Donc c'est ça aussi l'avantage. On n'est pas limité par les calculs de synthèse basiques et simples, quoi. Ah On peut non, faire tout, absolument tout. Prenez ce que savent faire vos TCD, vous multipliez par 1 million, c'est Power Pivot. On n'est pas limité. On n'est pas limité. Ouais, clairement. Franchement, Power Pivot, la seule limite, c'est votre imagination. Et si ce que vous cherchez à faire, c'est au-delà de votre imagination, c'est potentiellement au-delà de ce que vous trouvez comment faire, c'est potentiellement que vous cherchez la petite bête dans le sens où
Évidemment, on veut toujours un truc pixel perfect, le truc le mieux possible, etc. Mais souvent, ça veut dire qu'on fait énormément d'efforts pour un truc qui ne correspond à la réalité de personne quasiment, et ça vaut pas trop le coup. On veut juste un petit twist dans un graphique qui fait quand on clique là, ça fait ça. Franchement, ça vaut pas le coup. Et tout ce qu'on peut faire de simple dans Power Pivot, c'est vraiment ce qui correspond à la réalité de beaucoup de boîtes, dans beaucoup de trucs de base. Et tout ça, c'est la partie accessible, simple, facile, fluide de Power Pivot. Donc là, on a toutes ces mesures. Et nous, on va juste faire, il reste 8 minutes. Alors, on aura, ouais, on va juste faire ça. Je vais garder que la partie, pardon, je vais garder que cette partie-là. Je vais aller mettre, je vais aller mettre une autre dimension de temps qui sont les mois. Alors, évidemment, il les met au mauvais endroit, je les mets là. Et moi, à partir de ça, je vais virer déjà tout ce que j'ai dans tab objectif. Je vais virer parce que c'est un mauvais nom dans tab. J'ai où mes données. Dans tab charge fixe, je vais virer. Comme toutes mes mesures, je les ai faites au même endroit dans tab réel. C'est ici que je vais me mettre, même ça, je vais le retirer. Et je vais dire, je veux mon CA, mon objectif, pas mon delta, parce que mon delta, c'est déjà la soustraction de mon objectif par mon CA. Donc, visuellement, ce ne serait pas très bien. Ce que je vais prendre, c'est par exemple mes charges variables, ma marge variable, ou peut-être ma marge variable et mes charges fixes. Ça va être intéressant. Alors, je ne peux pas vous expliquer chaque truc pourquoi c'est intéressant. Je vais plutôt vous montrer le résultat de pourquoi j'ai choisi ça. La raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est que ça, c'est que des trucs qui vont me donner un... si je les mets côte à côte, ça va me permettre de visualiser facilement comment se décompose le passage de mon chiffre d'affaires à mon résultat. Pourtant, je n'ai pas mis le résultat. Hein. Mais le résultat, forcément, c'est ce qui va apparaître un peu comme quand on fait je sais plus comment on appelle ça, des sortes de sculptures en papier avec des niveaux de fond qui fait qu'au fond, on voit la forêt, et puis devant les arbres proches, et puis devant les animaux, et devant les papillons. C'est un peu ça, c'est ce qui va apparaître parce que c'est le seul truc qui reste pas caché par les éléments devant, c'est les éléments les plus importants. C'est exactement ce qu'on va faire là. Très mauvaise explication, mais vous allez voir, vous allez adorer quand même. Je vais copier ça. Je vais mettre ça là. Donc ça, c'est la version la plus moche possible de ce que j'ai fait. C'est par défaut, on fait un truc bien, on a tout bon partout, Power Pivot, Power Query avant, les mesures, les relations, tout ça. On fait un graphique et en vrai, si vous n'avez pas un peu d'idée de où vous allez après, on a envie de tout balancer par la fenêtre. Parce que on a fait un bon boulot. Hein. À vrai, là, on a fait une heure et quelques de super boulot. Et le résultat qu'on a, c'est ça. Et il y a de quoi vous dégoûter. Mais en vrai, c'est juste que Excel, il est... et Power BI, d'ailleurs, c'est la même chose sur ce sujet. Hein. Il vous demande de faire le dernier kilomètre. Il ne dit pas, il n'y a rien qui est simple. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Après, tout est automatique. Quoi. Et petite question de Sylvie qui demande à quel moment doit-on choisir d'utiliser des relations dans Power Pivot plutôt que des requêtes, des fusions de requêtes dans Power Query. C'est vrai que c'est intéressant. C'est pas si évident que ça à répondre. Notamment, il y a un peu un énorme sujet de... Dans beaucoup de cas, on s'en fiche parce que ça ne change rien aux performances et du coup, on se pose des questions de performance quand on atteint les 1 million de lignes, quand on atteint les 10 millions de lignes, etc. Donc, il y a beaucoup de cas où la question de quand est-ce qu'on fait du Power Query, fusion de relations, fusion de requêtes ou du Power Pivot, relation de table, c'est une question de performance sur des gros volumes de données. Les cas où c'est pas le cas, c'est quand on n'a pas la même granularité et qu'on veut comparer des tables qui sont pas organisées de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a une table de charge fixe, une table d'objectifs et une table de chiffre d'affaires. On n'a pas trop envie de faire une méga table qui nous donne tout ça et qui nous oblige à créer plein de lignes qui vont être
souvent vide. Il suffit qu'on ait jamais eu de chiffre d'affaires sur ce client avant telle date, bah, il faut quand même créer une ligne objectif pour ce client avant telle date, parce que bah, il y a des trucs objectifs sur d'autres clients avant telle date. Alors désolé, c'est pas si évident que ça, mais dans l'idée, c'est souvent on va vouloir faire des relations pour des choses qui viennent de qui sont vraiment qui sont des logiques séparées. L'objectif et le chiffre d'affaires, c'est des logiques séparées, ça se rentre pas de la même manière. On veut pas, tout, mettre par exemple, au mensuel sur le réel, le chiffre d'affaires, parce que si on met tout au mensuel, comme pour l'objectif et pour le comparer facilement, bah, on va perdre toute la logique de: «Oui, mais on a sans doute agrégé plusieurs clients ensemble» et du coup, on a perdu du détail pour essayer de se simplifier les calculs. C'était cohérent tant qu'on était avec des sommes si ensemble. Dans Power Pivot, ça vaut plus le coup. Est-ce que moi, j'espère que ça donne un peu des billes. Sinon, Sylvie, franchement, quand tu veux, je sais que tu as déjà suivi une formation avec nous. Quand tu veux, on fait 1 heure, on en discute, ensemble en visio. Donc là, ce que je disais, il nous reste 2 minutes. Bon, je vais déborder un peu, j'espère que vous avez un tout petit peu de temps. C'est que ça, c'est bien, mais c'est moche. Pour que ce soit moins moche, on va double-cliquer sur n'importe quelle partie et on va passer sur la partie graphique. Ce que je vais dire déjà, c'est que tiens, hop, dans mes colonnes, pardon, c'est ici. Je sélectionne une colonne et je vais dire que la superposition, alors je vais mettre 95% dans un premier, ou 80% dans un premier temps, que vous voyez mieux. Mettre 70%. Et hop, ici on va mettre juste 20%. Allez, on va faire 80. On va mettre ça en très grand, ce sera mieux pour voir. Et on va mettre, en vrai, on va mettre ici 30. Ce que vous voyez là, avec un code couleur dégueulasse, je vois pas les couleurs, je sais que c'est dégueulasse parce que aucune information ne permet de nous savoir qu'est-ce qui est prioritaire à regarder. Aucun code couleur là-dedans, c'est que des couleurs d'accentuation, c'est-à-dire que c'est que des couleurs qui disent tout le temps c'est moi la plus forte. On n'est que des couleurs d'accentuation. Par défaut, il a aucune idée de ce que sont nos données, ni comment elles devraient s'organiser. Et du coup, bah, ça fonctionne pas. Ce qu'on va devoir lui dire, c'est quelles sont les données. Alors, hop, je vais mettre, moi, dans mes analyses, je vais mettre, pour que ce soit mieux ensuite à visualiser, je vais mettre l'objectif en bas. Ce que je vais dire, c'est que, hop, on va faire l'objectif. L'objectif, la réalité de l'objectif, c'est que c'est une information qui nous permet de donner du contexte au reste. Et pour que ce soit vrai, on va pas mettre de remplissage, je vais mettre juste une bordure. Par exemple, comme ça. Et à partir du moment où on aura un peu mieux expliqué, jouer un peu sur les mêmes trucs sur les autres colonnes, vous voyez que vous allez voir que ça va apparaître plus simple. Donc l'objectif, c'est uniquement le contour, la bordure, qui nous permet de savoir, bah là, par exemple, on est très très loin de l'objectif. Il faut voir pourquoi. Alors on va peut-être faire un petit focus. Je vais aller faire ici, calendar, hier, ajouter un segment. Hop. Donc c'est-à-dire que si je fais un focus plutôt sur une année, on va déjà commencer à y voir mieux, ce sera un peu plus clair. Alors c'est un peu plus clair, mais pareil, on a ce même problème de toutes les couleurs sont... toutes les couleurs sont en surbrillance par rapport les unes aux autres, et ça donne l'impression que tout est important, alors que tout n'est pas important au même niveau. Le chiffre d'affaires, c'est censé être souvent le truc le plus important. Vous le savez, vous avez répondu que vous étiez contrôle de gestion, finance, DAF, RAF, et plein d'autres choses. Bah, en vrai, le chiffre d'affaires, c'est une mauvaise donnée. C'est une donnée de vanité, c'est une vanity metrics. Potentiellement, tu peux faire x2 en chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, tu as rogné tes marges, et du coup, ton résultat il est beaucoup moins bon qu'avant. Le chiffre d'affaires, on va dire que c'est une couleur qu'on met en surbrillance, c'est accentuation, mais qu'on met en surbrillance beaucoup moins que ça, c'est la marge variable. La marge variable,
Logiquement, c'est ce qui va nous permettre de comprendre. Tiens, on va faire ça, on va faire un petit truc ici. Alors, je vais peut-être faire ça. Je vais aller lui dire que je veux rajouter une table de données. Comme ça, vous pouvez suivre en temps réel. Le chiffre d'affaires, il est de 192 000 euros. La marge variable, elle est de 101 000 euros. C'est-à-dire qu'on fait à peu près 60% de marge variable. Peut-être plus. Les charges fixes, c'est ce qui va venir ici. Alors, les charges fixes, pareil, on veut les faire ressortir. Pour les faire ressortir, souvent, hop, charge fixe, c'est-à-dire que c'est du gris. Vous allez voir que ça va être cohérent. Ça va être... Alors, moi, je vois pas les couleurs. Si vous trouvez ça moche, c'est vous qui avez raison. Sachez-le, je suis d'accord. Mais ça change rien que le principe de tous les graphiques, de toute la data vis, de tout ce qui est rendre quelque chose visuel, c'est de n'avoir qu'une seule couleur d'accentuation et que le reste, ce soit des couleurs de contextualisation ou des trucs de contextualisation. Ça, par exemple, c'est une contextualisation de ça. Et ça, c'est une contextualisation de ça. Ce qui dépasse, c'est la marge variable. Si elle dépasse, c'est qu'elle est au-dessus de nos charges fixes. Si elle est au-dessus de nos charges fixes, ça veut dire qu'on est en positif. Si la marge variable, elle est en dessous de nos charges fixes, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en négatif. Et ça, tout ça, c'est des trucs qui... Déjà, c'est des trucs qui s'apprennent, hein, on prend le temps. Il y a plein de petites techniques pour ne pas galérer tout le temps sur les mêmes choses. Bon, là, il y a plein de trucs que je fais en rapide. Hop, on va faire juste ça. Et du coup, maintenant que j'ai ça, je vais juste aller faire quelques trucs comme je veux un trait blanc à chaque fois qui va nous permettre de mieux visualiser ce qui dépasse. Où s'arrête X, où commence Y. Et je vais surtout lui dire que tout ça, on va faire 100% et 20%. Le fait de l'avoir fait comme ça, alors il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment bien garder 5%, peut-être 90% ici. Pour mieux voir, moi j'avoue que je suis plus team superposition à 100%. On met un peu de temps à s'acclimater, souvent ça, on va, hop, la légende, on va plutôt la mettre en haut. Et sur le côté, une fois qu'on a l'habitude, ça devient vraiment très logique de savoir que ici on est en positif en termes de résultats, ici on est en négatif en termes de résultats, là on a dépassé un peu l'objectif, là on ne l'a pas atteint, etc., etc., etc. Et souvent avec ça, il y a un dernier truc qui va très bien, c'est de dire ça c'est bien, mais moi ce que je voudrais c'est pouvoir lire facilement le résultat final, et on pourra avoir plein d'autres choses, hein, mais c'est de dire hop, on va enlever tout ça, et on va faire juste le résultat, insertion. On va le mettre là. Alors je fais pas la partie faire en sorte que ce soit très beau et tout, désolé, je passe sur ça. On va mettre juste, et surtout je fais vraiment pas la partie où je fais en sorte que ce soit bien expliqué, je veux juste passer au résultat, que vous sachiez, que vous voyez ce que ça donne exactement. Je prends les mêmes trucs comme ça, logiquement c'est censé, alors je vois bien que je suis pas encore. Voilà. Logiquement là la superposition elle est pas mal. On va mettre, là on a un peu de place, donc on va mettre, peut-être que je vais quand même réduire un peu ça. Et dire que là je veux une petite, je suis pas obligé de mettre une table, là je peux directement mettre des étiquettes, j'ai qu'un seul truc. Je pourrais lui dire que hop, si le résultat il est négatif, ça c'est un peu bizarre, inverser si négatif, il nous dit rien, on est obligé de choisir une couleur pour qu'il nous permette de choisir une couleur négative. C'est un peu bizarre, mais une fois qu'on sait, c'est facile. Et là voilà, on a ça, on a deux
ce qui est représenté ici, alors attends, c'est très moche ce qu'il a fait. On va faire ça, mais ce qui est représenté ici, c'est la même chose que ce qui est représenté ici. C'est-à-dire que votre marge variable, moins vos charges fixes, c'est votre résultat. Et ici, on voit que on avait 131 000 euros de charge de. Alors mince, on voit pas le bon parce qu'il prend l'objectif. On avait, c'est ici, 101 000 euros de marge variable, moins 49 000 euros de charge fixe. Bah, notre résultat, c'est forcément la soustraction entre les deux. Eh ben merci, merci beaucoup. On a été quand même assez loin, hein, mine de rien, par rapport Ouais, aux objectifs. ouais, gros C'est sujet. cool. Bah, après, c'était l'occasion de marquer le coup aussi. Ouais, mais je trouve que tu es quand même Premier live resté. de l'année. J'avais envie de Je, faire un truc bien cool. je trouve quand même qu'on est vraiment reparti en plus de la base de Power Pivot, donc c'était très facilement compréhensible. On n'est pas directement rentré dans des calculs complexes, on a fait au fur et à mesure, donc c'était vraiment cool. En tout cas, merci Martin, et puis merci à tous ceux qui ont participé à ce live, que ce soit juste en regardant, que ce soit en posant des questions, encore mieux. Encore une fois, les liens de replay ils seront disponibles sur YouTube et sur LinkedIn dès la fin de cet événement. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions même après coup, hein, en commentaire de l'événement sur LinkedIn ou sur la vidéo sur YouTube, si vous avez des questions pour tout ça. Et bien évidemment, encore une fois, hein, le mieux, c'est de se former parce que ça, c'est des choses qu'on fait pour présenter un peu ce que c'est Power Pivot, etc. Mais de le mettre en application directement et en plus de le mettre en application dans son univers, c'est quelque chose qui est incroyable. Ouais. Donc merci Sylvie, Johan, Corinne. Merci Martin. Petit mot de la fin pour toi, Martin, quand même. Bah, déjà, merci Thomas. Et puis, merci à toutes et à tous. Je suis très content qu'il y ait eu beaucoup de financiers, de gens plutôt dans Oui. ce domaine-là. Parce que du coup, c'était ultra ciblé. J'espère que vous arrivez à faire le saut de ce cas-là à votre réalité et à ce que vous avez à manipuler au quotidien pour que bah, si vous puissiez vous en passer, bah, vous preniez pas de formation. Mais si vous avez envie d'être accompagné, parce qu'en vrai, ce coaching-là que nous, on fait et qu'on sait faire, on peut le faire directement sur vos données, appliquer tout ça à vos données ensemble avec vous. Et ça, c'est la partie la plus marrante. Et si vous avez envie, c'est le bon moment. Super, bah merci beaucoup et puis très bonne soirée à vous. Yes. Et oui, je vais vous envoyer le fichier peut-être par. Envoyez-moi un MP, Ah c'est le oui, plus simple. j'ai pas eu la... Envoyez-moi un MP et je vous envoie le fichier vierge et le fichier avec ce qu'on a fait là. Trop bien. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.